Au Burkina Faso, un convoi militaire français bloqué, Internet coupé. Nous parlerons également du Soudan, les poutistes desserts létaux. Et puis en Guadeloupe, la crise sociale très explosive liée à l'obligation vaccinale contre Covid-19. Notre invité est lui, Magloire Kebayo. Il est journaliste et écrivain. Lui, c'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Et c'est un plaisir de répondre à votre invitation également. Allez, merci. On va parler du Burkina Faso et de ce convoi militaire bloqué dans ce pays. Les jeunes sont mécontents et on l'a déjà dit, ce convoi a quitté la Côte d'Ivoire et en partance pour le Niger. Oui, c'est une situation sociale très difficile à décrypter pour plusieurs raisons. C'est que dans un premier temps, il y a une forme de lassitude de la part de la population face à un gouvernement qui tergiverse beaucoup, dont on a l'impression qu'il n'est pas dirigé et que le pays n'est pas gouverné, grosso modo. Et puis de l'autre côté, il y a ce sentiment qu'on peut considérer comme anti-français, mais qui relève de ce qu'on ne comprend pas de la politique de la France dans le Sahel et notamment au Burkina Faso. Personne ne sait si des accords ont été conclus entre la France et le Burkina pour que ce convoi traverse le pays, comme ça a été le cas, jusqu'au Niger, ou si c'est une initiative unilatérale de l'armée française qui a choisi de partir non pas par la voie aérienne, mais par la voie terrestre de la Côte d'Ivoire vers le Niger. Donc il y a tous ces éléments-là qui entrent en ligne de compte, et puis la coupure d'Internet et la conséquence du fait que à cause du blocage du convoi, il y a eu des tirs des sommations qui ont été effectués. Il y a eu des blessés, non pas du fait des tirs, mais du fait de l'affolement qui a suivi les tirs. Et donc, on commençait à parler de morts. Et si on avait laissé Internet, peut-être que la situation se serait dégradée davantage qu'elle ne l'est déjà maintenant. Et donc, quelque part, ça a été une mesure de prudence pour éviter qu'on verse plus d'huile sur le feu qu'il n'y en avait et que la situation devienne incontrôlable. Donc il y a tous ces éléments qui entrent en ligne de compte, qui montrent que le pays va mal et que par moment, c'est le gouvernement qui est directement attaqué et que quand le gouvernement a en plus des alliés qui ne sont pas bien perçus au sein de la population, ça peut très vite dégénérer. C'est au Burkina Faso que Emmanuel Macron avait organisé sa première rencontre pour discuter avec les jeunesses africaines. C'est également avec une partie de la jeunesse burkinabé qu'il a organisé le sommet, le nouveau sommet Afrique-France qui s'est tenu à Montpellier. Et donc, on avait l'impression que c'était une espèce de lune de miel qui commençait entre l'exécutif français et les jeunesses africaines. Mais là, avec ce qui vient de se passer au Burkina Faso, j'ai l'impression que cette lune de miel, si elle a eu lieu, n'a pas duré trop longtemps. Et tout ce mécontentement a commencé depuis le week-end. Quelle est la position actuelle du Burkina Faso ? Sa position est une position de responsabilité. C'est que quand on est aux responsabilités, on doit répondre à ces genres de situations-là. On doit être outillé pour apporter des réponses concrètes, immédiates, qui satisfont les populations. Mais je ne suis pas certain que ces réponses-là puissent arriver de sitôt. La première réponse a été de calmer le jeu et d'éviter qu'il y ait un embrasement à travers les réseaux sociaux. Après, il y a eu ce discours qui était de convaincre les populations du fait que l'itinéraire suivi par l'armée française va être interrompu et que l'armée française ne traversera plus, elle quittera le Burkina Faso. Mais ce ne sont pas des réponses. On s'attend à ce qu'il y ait une vraie réponse. Il y a cet état d'urgence qui a été décrété et la coupure d'Internet qui vont durer jusqu'à jeudi, il me semble. Et après, il y a samedi une manifestation qui sera organisée pour sauver le Burkina Faso, comme disent les organisateurs. Pour l'instant, la position du gouvernement, on l'attend encore. Alors, on sait, lui, Magloire Kebayo, qui a de cela une semaine, voire deux, les Burkinabés, les jeunes surtout, sont sortis pour dénoncer la politique du président actuel Roch, Marc-Christian Kaboré, surtout la politique sécuritaire. Est-ce que ces événements dédouanent finalement le gouvernement en place ? Ça ne peut pas les dédouaner. Le but n'est pas de le dédouaner. Le but, c'est de montrer justement qu'on ne comprend rien à la politique du gouvernement telle qu'elle est menée actuellement. Il y a de plus en plus de civils qui s'engagent auprès de l'armée pour assurer la sécurité de leur territoire. Ces civils sont pratiquement massacrés par les djihadistes et le camp d'en face, qui est constitué essentiellement de djihadistes, effectivement. Et les militaires eux-mêmes ne sont pas dans des conditions très encourageantes pour la mission qui leur est confiée. Il a été entendu ci et là
que certains militaires se plaignaient de ne même pas avoir assez de rations alimentaires pour tenir. Et quand on en arrive là, c'est-à-dire que non seulement on n'a pas suffisamment d'armes, on n'a pas assez de munitions, mais qu'en plus on n'a pas des rations alimentaires suffisantes pour tenir, cela peut révolter, cela révolte. Et si à côté de ça, vous avez des civils qui se sont engagés pour défendre l'État et qu'ils meurent par centaines à cause des attaques terroristes, vous pouvez être certain que là, on crée un terreau favorable pour des manifestations comme celles que nous sommes en train de vivre actuellement. Est-ce qu'on peut dire que les jeunes burkinabés portent aujourd'hui le mécontentement de tous les jeunes du Sahel? Non, ils ne veulent pas être les ambassadeurs de tout le Sahel. Ils sont d'abord leurs propres ambassadeurs, les ambassadeurs de leur colère, de leurs attentes vis-à-vis de ce mandat de Roch-Marc Christian Kaboré et de toutes les promesses qui ont été faites pour que leur avenir soit meilleur, que ce soit par leur gouvernement ou par l'État français qui s'est engagé à travers ses troupes à assurer la sécurité dans le Sahel, à travers également la MINUSMA, mais elle est moins concernée aujourd'hui par ces événements-là. Mais il est certain que ces jeunes-là sont en train de se plaindre de ne pas être assez entendus, de ne pas être assez défendus, de ne pas être assez protégés par leur gouvernement. Et toutes ces choses, ils les font pour eux-mêmes d'abord. Cela peut être ressenti de la même manière au Mali et au Niger, mais pour l'instant, il s'agit du Burkina Faso et c'est d'eux-mêmes dont ils parlent. Allez, on va filer dans un autre pays. Le Soudan, finalement, Abdallah Hamdok retrouve son poste de Premier ministre, lui, Magoula Kemayo, et plusieurs ministres ont démissionné. D'ailleurs, les manifestants ne sont pas pour cet accord avec l'actuel président Abdel Fattah al-Burhan. Il faut se demander pour qui, à qui profite le retour du Premier ministre. Il profite plus aux militaires et il rassure les partenaires internationaux, mais il ne permet pas à la population civile, à l'association des professionnels et à tous les civils qui ont dénoncé le coup d'État militaire de sentir qu'ils ont eu gain de cause. Parce que ce qu'ils voulaient, c'était que la transition telle qu'elle avait été définie, c'est-à-dire une moitié pour les militaires et une moitié pour les civils, cet engagement-là n'a pas été respecté. On reprend l'ancien Premier ministre pour le confiner à un poste d'exécutant. Il n'a aucun pouvoir aujourd'hui pour inverser la tendance par rapport à une décision qui serait prise par les militaires. Et je crois que c'est ce que dénoncent aujourd'hui les ministres qui ont démissionné et les civils qui sont descendus dans la rue pour manifester leur mécontentement. Alors, est-ce qu'on peut dire que Abdallah Hamdok est complètement allé à l'encontre de la révolution? Non, il n'est pas allé à l'encontre de la révolution. En revanche, il a eu affaire dans cette révolution à une force qui était au-dessus de ce qu'il espérait, c'est-à-dire les militaires qui ont aujourd'hui pris le pouvoir et montrent qu'ils sont les nouveaux maîtres du Soudan, enfin les nouveaux maîtres. Ils ont perdu le pouvoir un moment à travers le général Omar el-Béchir et aujourd'hui ils le récupèrent complètement avec cette révolution et ils ne veulent pas en céder un seul pouce à la population. S'ils libèrent le Premier ministre et qu'ils le rétablissent dans ses fonctions, c'est parce qu'ils savent qu'aujourd'hui, il n'a aucun pouvoir pour les empêcher d'aller au bout de ce qu'ils ont prévu comme programme et donc qu'il n'est pas un élément nuisible dans le programme qu'ils ont préparé. Ça satisfait la communauté internationale, ça satisfait visiblement le Premier ministre puisqu'il a accepté de jouer ce rôle, mais ça reste en deçà des attentes des populations et en deçà des attentes des autres membres du gouvernement, de l'association des professionnels qui voulaient que les civils, au terme du mandat qui avait été celui des militaires, prennent le pouvoir comme convenu dans la convention après le renversement de Omar el-Béchir. Alors pour Abdallah Hamdok, il s'agit de sauver le pays et surtout éviter les morts. On parle de 40 depuis le début du coup d'État. Les manifestants ne sont pas du tout d'accord. Apparemment, il n'a même pas consulté sa base, lui, Magoula. Je ne sais pas s'il était nécessaire de consulter la base. Ce qu'il aurait pu faire, la seule chose qu'il aurait pu faire, c'était de mettre dans la balance le fait que s'il revient au pouvoir, ce n'est pas pour inaugurer les chrysanthèmes, ce n'est pas pour faire semblant, pour servir de pot de fleurs et de faire valoir. Or, il l'a accepté et c'est sa responsabilité aujourd'hui de se savoir lié plus aux militaires qu'aux civils. Alors, les Soudanais promettent de continuer les manifestations, finalement en faveur ou en défaveur de qui? Les manifestations se feront en faveur de la population. En revanche, le mur
auquel ils vont être confrontés, c'est celui de la force militaire, contre laquelle ils ne pourront pas grand-chose. Et c'est également le mur de la réelle politique qui sera celle des partenaires du Soudan qui se satisfont déjà du fait que le Premier ministre ait été rétabli dans ses fonctions et que l'on ait repris l'ordre qui était celui de la période avant qu'il renverse le Premier ministre. Donc au niveau de la communauté internationale et des partenaires du Soudan, comme l'Égypte, comme l'Arabie saoudite et certains autres partenaires, cela paraît le minimum qu'il fallait pour rétablir la confiance. Maintenant, il faudra réussir à convaincre les populations que ce n'est pas à leur détriment que l'on rétablit un Premier ministre affaibli et que cela va contribuer également à entretenir cette machine de la transition jusqu'à ce qu'on débouche sur des élections libres et transparentes. Et vous l'avez dit, cela a peut-être un risque de complètement mettre en difficulté les manifestations et surtout le désir de ces jeunes de voir mieux du nouveau, parce qu'on a parlé de la communauté internationale, on a parlé des pressions et surtout des pressions de l'Union africaine. Finalement, la communauté internationale sera satisfaite, vous l'avez d'ailleurs dit, de ces accords. Je pense qu'elle n'ira jamais plus loin que ce qu'elle est en train de faire actuellement. C'est-à-dire ce qu'elle a voulu, c'est qu'il n'y ait plus de prisonniers, notamment ceux qui avaient été arrêtés à la faveur de ce coup d'État, et que le Premier ministre soit rétabli dans ses fonctions. Si l'on s'en tient strictement aux demandes et aux exigences qui ont été celles de la communauté internationale, elles ont été satisfaites. Donc il n'y a pas de raison de demander plus. En revanche, si l'on s'en tient au cours normal que devait suivre la transition, il y a un problème. C'est que les militaires sont redevenus les maîtres du jeu et ils montrent très bien qu'ils ne sont pas prêts à partager une seule once de ce pouvoir avec les civils. Donc, face à cette situation, soit on prend acte, soit on isole, on sanctionne. Mais pour le moment, je n'ai pas l'impression qu'on prend le chemin des sanctions ou de l'isolement vis-à-vis du Soudan. Alors, il retrouve son poste toujours avec le format initial? Ce n'est pas le format initial. C'est-à-dire on revient à l'ordre qui a été celui avant son renversement. Oui. C'est-à-dire qu'il est simplement Premier ministre et il accompagne les militaires dans la gestion. Il est la caution civile des militaires. Mais ce qui avait été prévu initialement, c'était qu'au mois de novembre, ils prennent toute la responsabilité politique de la gestion de la transition. Or, ça, il ne l'aura pas, du fait de cet accord qu'il a signé avec les militaires, qui lui permettent de revenir comme Premier ministre, mais de ne pas en attendre plus que cela des militaires. Alors, vous pensez qu'il va pouvoir convaincre d'autres ministres ou il va trouver d'autres ministres qui puissent accepter de travailler avec lui dans ces conditions? Il y aura toujours des gens, vous savez, le vent des responsabilités politiques et de tout le prestige que cela apporte attire toujours. Et donc, il se trouvera toujours des gens pour entrer au gouvernement et accompagner l'action du Premier ministre et donc accompagner les militaires dans la gestion du pouvoir. Mais ce qu'on doit le plus souhaiter, c'est que le Soudan retrouve un cours normal de sa vie politique, diplomatique et économique, qu'il sorte complètement des sanctions qui l'ont isolé et l'ont appauvri pendant de nombreuses années et qu'il retrouve également toute la cohésion qui lui permettra de poursuivre son développement également. Alors, un cours normal, sans doute sous les militaires. Sous les militaires, ça ne fait aucun doute, malheureusement. Allez, on va en Guadeloupe. Le Magloire Kemayo, l'exécutif a vivement condamné lundi les violences urbaines et le pillage et appelé au calme face à la crise très explosive en Guadeloupe, en proie à une contestation sociale liée à l'obligation vaccinale contre Covid-19 en reconnaissant un dialogue nécessaire avec les élus. Donc, expliquez-nous, Lumagloire, ce qui se passe précisément dans l'île. Il se passe qu'en Guadeloupe, et on a tendance à l'oublier souvent, il s'agit d'une très ancienne colonie de la France qui a aujourd'hui été maquillée en département d'outre-mer, mais qui reste un département, un territoire très délaissé par la France, les autorités françaises. Et donc, le soulèvement que l'on a aujourd'hui par rapport au pass vaccinal, par rapport à l'obligation pour le personnel de santé de se vacciner, vient s'ajouter à une série de mécontentements que l'on avait déjà vus en 2009, qui étaient liés à la vie chère. Et avant cela, il y avait eu tout le phénomène du chlordécone, de toutes ces algues-là qui polluent l'environnement en Guadeloupe, et de la vie chère qui fait qu'aujourd'hui, une minorité de Blancs, qu'on appelle les béquets, sont propriétaires de l'économie de ces zones-là, que ce soit en Guadeloupe ou en Martinique, plus en Martinique qu'en Guadeloupe. Mais c'est un fait aujourd'hui que le coût de la vie
en Guadeloupe et en Martinique, dans l'outre-mer français, reste quelque chose de prohibitif par rapport à ce qu'on a dans les territoires de la métropole. Donc il se trouve que ce qui se passe dans l'outre-mer français dénote simplement que ce territoire n'a jamais été mis sur un même pied d'égalité que le reste des départements français. Et donc face à cela, les populations qui se sentent rejetées, qui se sentent souvent instrumentalisées, parce que sur le chlordécone par exemple, qui est un élément de pollution par rapport aux plantations de bananes, par rapport aux nappes phréatiques, les mesures qui avaient été prises allaient à l'encontre de la santé des populations. Or, le gouvernement les a validées et a renouvelé cette validation à plusieurs reprises. Quand l'obligation vaccinale vient s'y ajouter dans un contexte où le gouvernement français lui-même a eu une gestion très désordonnée de la crise, très amateuriste de la crise, on se retrouve face à une population qui n'est pas en confiance et donc qui manifeste à la fois le fait qu'elle n'est pas en confiance vis-à-vis de son gouvernement, mais surtout le fait qu'elle se sente délaissée par ce gouvernement-là. Et c'est ce qui donne les manifestations auxquelles nous sommes en train de faire face depuis une semaine aujourd'hui en Guadeloupe et qui sont en train de déborder également dans la Martinique, un autre département de l'outre-mer des Caraïbes françaises. Alors, le président français Emmanuel Macron a assuré la Guadeloupe de la solidarité de la nation et demandé de ne rien céder aux mensonges et à la manipulation pour certains de cette situation. Il s'adresse à qui? Il s'adresse à ceux qui seront peut-être convaincus de son discours. C'est-à-dire qu'il a l'impression que ce qui est dit en France est considéré comme parole d'évangile dans les départements français comme en Guadeloupe. Ouais. Ce n'est pas le cas. Si vous avez été pris en flagrant délit de mensonge, de traitement inhumain, il est normal quelque part que les gens se comportent vis-à-vis de vous avec beaucoup de méfiance, qu'ils ne vous donnent pas leur confiance à 100% dès la première mesure qui est prise. Ici, on demande au personnel médical d'être vacciné ou de ne pas aller à l'hôpital. Ça ne peut pas être pris comme quelque chose de bien pour une population qui a déjà vécu un empoisonnement par le chlordécone dans le passé. Ça reste aujourd'hui un sujet d'actualité, mais c'est depuis les années 74 que le chlordécone est utilisé, alors que partout ailleurs dans le monde, et notamment aux États-Unis, cela a été considéré comme une substance toxique qui crée beaucoup de problèmes de santé. Et l'un de ces problèmes de santé, ce sont les cancers qui sont aujourd'hui développés dans les populations de l'outre-mer beaucoup plus qu'en France métropolitaine. Et donc, face à ce genre de situation-là, on n'agit pas avec un bulldozer. On essaie de convaincre, on essaie d'expliquer. Et ce n'est qu'au terme de tout cela qu'on peut, à la rigueur, utiliser la méthode forte. Mais là, on est en face d'une population qui a besoin de comprendre, qui a besoin d'être rassurée et qui n'a eu ni l'un ni l'autre. Alors, l'exécutif veut calmer la situation, d'autant que la tension monte en Martinique. Vous l'aviez dit tout à l'heure. Comment calmer cette situation? Parce que, comme vous l'aviez dit, c'est une ribambelle de revendications. Alors, on passe par finalement cette situation pour monter. Oui, je crois qu'elle sert de prétexte plus qu'autre chose. Parce que je ne crois pas que le gouvernement aujourd'hui, en imposant la vaccination, ne prend pas soin des populations. La vaccination est un élément de prévention par rapport à la santé. Et donc, on ne peut pas accuser un gouvernement d'utiliser la vaccination contre ses propres populations. Même s'il y a des précédents qui ne sont pas heureux, il faut au moins rester lucide de ce point de vue-là. En revanche, le fait d'envoyer des groupements d'intervention rapide, des forces d'intervention rapide, comme c'est le cas aujourd'hui, va en rajouter à la détresse des populations, va en rajouter également à leur âge d'en finir avec le gouvernement central et les mesures qu'il prend et qui ne sont pas très populaires dans l'île. Alors, on parle de menaces avec des fusils à pompe et d'autres choses également. Disons les choses clairement, hein. La Guadeloupe aujourd'hui a un problème qu'elle n'arrive pas à résoudre et qui ne lui est pas propre, c'est celui de la drogue, la circulation de la drogue, la consommation de la drogue par les jeunes. Et ces jeunes sont pour la plupart des jeunes qui sont des vandales, qui sont des bandits de grand chemin, qui sont des délinquants, pour parler simplement. Et ce sont eux aujourd'hui qui ont pris le lead dans ces manifestations et qui en profitent pour faire du pillage dans les magasins, dans les établissements publics et même simplement pour terroriser au sein de la population, brûler des voitures, brûler des pneus et autres, voler des téléphones portables, attaquer des magasins commerciaux, des locaux commerciaux. Cela ne sert pas à la cause. Mais ce sont ces jeunes-là aujourd'hui qui ont pris le dessus sur le reste de la
population pour exprimer leur mécontentement. Mais ce n'est pas un mécontentement gratuit. Ils sont en train également, à travers ce mécontentement, d'avancer leurs pions dans le cycle de violence qu'ils ont instauré dans ces îles-là. Donc on ne peut pas occulter cette dimension-là non plus. Et si le gouvernement ne voit que la violence et n'entend pas la détresse, il se trompera dans la réponse qu'il est en train d'apporter et en se trompant, il fait intervenir les forces d'intervention rapide, le GIGN et d'autres, mais ce n'est pas cela que les populations guadeloupéennes ou martiniquaises attendent. Elles attendent qu'on leur explique le bien fondé, elles attendent qu'on leur fasse comprendre en quoi le comportement qu'elles ont vu de la part du gouvernement français pendant la crise du chlordécone est différent de celui qu'ils sont en train de voir aujourd'hui par rapport à la crise sanitaire liée à la COVID-19. Si ce distinguo est établi, si le gouvernement montre sa bonne foi par rapport à cette démarche-là, je pense qu'il y aura déjà un premier changement. Mais si on reste dans l'attitude du gouvernement très fort, tout puissant, qui n'a besoin ni d'expliquer ni de rien, on restera dans une attitude de braquage de la part des populations. Et n'oublions pas la mort, par exemple, de Jacob Desvarieux. Ouais. Certains n'ont pas compris. Il avait déjà 3 vaccins, 3 doses qu'il avait prises. Pourtant, il est mort de la COVID-19. On a également un centre hospitalier universitaire à Pointe-à-Pitre qui est quand même, il a subi un incendie. Et depuis cet incendie-là, il n'a pas été rétabli dans son intégralité. C'est-à-dire que c'est un centre hospitalier aujourd'hui qui fonctionne moins qu'à moitié de ses capacités. Et donc, si vous ne réparez pas cela et que vous êtes obligé de faire des évacuations sanitaires vers la France métropolitaine ou vers d'autres territoires, cela signifie qu'il y a un problème de santé plus profond que la crise de la COVID-19. Et donc, ne mettons pas l'accent. Ce qui est demandé au gouvernement ici, c'est de ne pas donner l'impression qu'il n'y a que la crise de la COVID-19 qui existe en Guadeloupe, c'est qu'il y a une ribambelle d'autres crises et qu'il faut résoudre tout cela en dialogue, en communication avec les populations. Donc, en bref, selon vous, ça va être un long chemin. Ça va être un très long chemin. Je crains malheureusement qu'on ait encore les soulèvements et des manifestations dures comme en 2009. Cela avait duré 9 mois pratiquement en Guadeloupe et en Martinique. Après, il y avait eu les États généraux de l'outre-mer. Je ne sais pas s'il y aura de nouveaux États généraux de l'outre-mer. Il y a une porte de dialogue qui a été ouverte par le gouvernement. Espérons que cela permette de sortir de la crise et qu'on n'y reste pas pendant 9 mois, car ce serait vraiment terrible pour l'économie de ces îles-là. Merci beaucoup à vous. Vous êtes journaliste et écrivain. On va marquer juste une petite pause pour le journal et on revient avec Pasteur Edo Komi et Adam Adjornou pour Regard Croisé.